Un richissime homme d'affaires découvre sa domestique avec sa fille juchée sur ses épaules pendant qu'elle s'occupe du linge. Une fureur glaciale le submerge et il l'humilie devant tous, mais les événements qui suivront le contraindront à s'agenouiller pour supplier son pardon. Ce récit vous laissera sans mots. Nicolas Dubois incarnait le genre d'homme que l'on envie universellement. Il était le fondateur et président de l'un des plus grands groupes de promotion immobilière de France, une figure incontournable dont le nom évoquait la réussite et l'influence. Son existence se déployait dans un cadre idyllique, une somptueuse maison de campagne dans le Luberon en Provence, un domaine magnifique ceint de champs de lavande ondoyants et d'oliveraies anciennes. Il disposait d'un hélicoptère privé pour échapper aux contraintes du trafic entre sa résidence et son quartier général parisien. Ses garages renfermaient des voitures de luxe valant des fortunes, véritables chefs-d'œuvre mécaniques. Cependant, au cœur de cette splendeur matérielle, Nicolas portait une faille, un gouffre dans son âme que toutes les richesses du monde étaient impuissantes à combler. 2 ans auparavant, son univers s'était effondré. Sa femme, Valérie, avait trouvé la mort dans un terrible accident de la circulation sur l'autoroute A7. La nouvelle était tombée comme un coup près, un appel téléphonique en pleine nuit qui avait fait voler en éclats sa réalité. Il n'avait même pas eu l'occasion de lui dire adieu. L'image de son sourire ce matin-là était devenue un souvenir lancinant, une blessure à vif. Depuis ce jour tragique, leur fille, Manon, qui n'avait alors que 3 ans, s'était murée dans le silence. Ce n'était pas de l'obstination, ni un simple refus de communiquer. C'était comme si sa voix s'était éteinte avec le souffle de sa mère, engloutie dans le même amas de métal froissé. Nicolas avait tout tenté, déployant sa fortune et ses contacts. Les plus éminents neuropédiatres de Paris, des psychothérapeutes de Lyon, et même un grand spécialiste des chocs post-traumatiques venus de Bordeaux. Il avait dépensé des sommes colossales dans cette quête éperdue. Sans aucun résultat. Manon demeurait dans son mutisme, contemplant le monde avec de grands yeux vides et éteints, comme si elle portait un chagrin trop immense pour son jeune âge, une peine qu'elle ne pouvait ni nommer ni partager. Nicolas, pour sa part, s'était jeté à corps perdu dans son travail. Ses journées étaient un tourbillon incessant de réunions, de décisions, de déplacements. C'était son unique refuge, car revenir chez lui, c'était se confronter à ce silence sépulcral, un silence qui lui renvoyait l'image de sa propre impuissance. L'impuissance d'un père incapable de consoler son enfant, l'impuissance d'un homme dont tout le pouvoir n'avait pu sauver ni son épouse, ni sa fille. Un mardi de septembre, le cours des choses changea. Un rendez-vous d'affaires capital à Marseille fut reporté au dernier moment. Plutôt que de regagner ses bureaux parisiens, Nicolas prit la décision impulsive de rentrer plus tôt dans sa propriété du Luberon. En passant la porte de l'imposante demeure, il fut surpris par un son inhabituel qui rompait le calme pesant des lieux. Un son léger, presque un écho de gaieté, qui semblait venir de la partie service de la maison. Intrigué, le cœur soudain serré par une étrange prémonition, il se dirigea vers la buanderie. La vision qu'il y découvrit déclencha en lui une colère froide et violente. La nouvelle employée, une jeune femme engagée 2 semaines plus tôt par sa gouvernante, était occupée à faire la lessive. Et sur ses épaules, parfaitement installée, se trouvait Manon. Manon riait. D'un rire franc, clair et sonore, qui résonnait dans la pièce baignée de lumière, tandis qu'elle applaudissait de ses petites mains. « Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang » tonna Nicolas, sa voix cinglant dans l'air. Il s'approcha d'elle, le visage contracté par la rage. La jeune femme, qui s'appelait Chloé, eut un tel sursaut de peur qu'elle manqua de trébucher. Avec un réflexe protecteur, elle serra les jambes de Manon, la fit descendre de ses épaules avec une infinie douceur et la déposa sur le sol. « Monsieur, on s'amusait, c'est tout. » Le mot « s'amuser » fut pour Nicolas l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Son visage s'empourpra. « Vous vous amusez ? Vous mettez ma fille en danger sur vos épaules pour faire le ménage ? Et si elle était tombée ? Vous imaginez si elle s'était fait mal ? Vous êtes complètement folle ou quoi ? » Chloé devint livide, elle se mit à trembler de tout son corps. « Monsieur, je vous assure qu'elle ne risquait rien. Jamais je n'aurais permis qu'il lui arrive malheur. Je voulais simplement. » « Vous n'avez rien à vouloir en ce qui concerne ma fille, » la trancha-t-il avec mépris. « Votre travail est de nettoyer, pas de vous improviser garde d'enfant. Vous êtes une femme de chambre, comprenez-le bien. » Manon, épouvantée par les hurlements de son père, commença à pleurer en silence. Chloé s'agenouilla pour la rassurer, mais Nicolas l'attrapa par le bras avec une poigne de fer. « Ne la touchez pas. Monique Dupont,
la gouvernante au service de la famille depuis 15 ans, accourut, alertée par les éclats de voix. « Monsieur Dubois, que se passe-t-il donc ?» Cette personne portait Manon sur son dos. Sur son dos. En travaillant. C'est une faute professionnelle gravissime. Monique jeta un regard plein de compassion à Chloé. « Chloé, veuillez regagner votre chambre. Je m'en charge. » Les yeux noyés de larmes, Chloé obtempéra, s'éloignant alors que Manon tendait une main suppliante vers elle. Nicolas prit sa fille dans ses bras, mais l'enfant se raidit, le repoussa de toutes ses forces et détourna la tête. Il ressentit un pincement au cœur, mais l'ignora, barricadé derrière sa colère. « Monique, cette fille est irresponsable. Mettez-la à la porte. » Sur le champ. « Entendu, monsieur. » Nicolas alla s'isoler dans son bureau, persuadé d'avoir pris la bonne décision. Mais le soir, Manon refusa de dîner. Elle ne voulut d'aucun jeu et se replongea dans son mutisme, un mutisme plus opaque, plus lourd de chagrin qu'auparavant. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Manon était en proie à des cauchemars terrifiants, se réveillant en criant, couverte de sueur, et appelant sa mère d'une voix brisée. La journée, elle restait prostrée sur le carrelage de la buanderie, le regard obstinément fixé sur la porte, comme si elle attendait. Attendait que Chloé revienne. Nicolas essaya de racheter sa faute par des objets. Il lui offrit les jouets les plus sophistiqués, engagea un clown, privatisa une aile du zoo. Ce fut peine perdue. Manon restait indifférente à tout, le regard perdu dans une insondable tristesse. Quelques jours plus tard, Monique, n'y tenant plus, alla trouver son patron. « Monsieur, sauf votre respect, je pense que vous avez fait une terrible erreur. » Nicolas releva la tête de ses documents, étonné. « Que voulez-vous insinuer ? Chloé n'a commis aucune faute. » Elle a fait rire Manon. « Pour la toute première fois en 2 ans, monsieur, j'ai vu votre fille heureuse. Et vous avez tout brisé. » Certes, elle aurait pu chuter, mais ce ne fut pas le cas. Chloé la tenait avec la plus grande attention. « J'étais là, monsieur. Et surtout, je l'ai entendu parler. » Nicolas resta interdit. « Parler ? Comment ça, parler ? » Manon a parlé. C'est elle qui a voulu monter sur les épaules de Chloé. Elle a dit « Je veux voir le monde d'en haut ». C'étaient ses premiers mots depuis 2 ans. C'est à cet instant que vous êtes arrivé en tempêtant, anéantissant ce petit miracle. Nicolas sentit le monde vaciller autour de lui. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit ? Parce que vous étiez sourd à toute raison, monsieur. Vous n'auriez rien voulu entendre. Monique le laissa seul face à l'énormité de sa faute. Pris d'une panique soudaine, il se précipita vers la chambre de Chloé et frappa à la porte. Pas de réponse. Il entra. La chambre était vide. Chloé était partie. Une quête frénétique commença. Nicolas appela l'agence de placement. Il pressa Monique de questions, mais nul ne savait où la trouver. L'adresse qu'elle avait donnée était erronée. L'état de Manon s'aggrava. Elle sombra dans une léthargie inquiétante, refusant de s'alimenter, passant ses journées entières sur le sol de la buanderie, et traînant une poupée de chiffon que Chloé lui avait confectionnée. Aux abois, Nicolas fit appel à un détective privé. Après 3 semaines d'enquête, ils la localisèrent. Chloé vivait dans un foyer d'hébergement d'urgence dans les quartiers nord de Marseille, dans un bâtiment inachevé, avec ses 2 jeunes frères et sœurs, Léo et Léa. Le soir même, Nicolas se rendit sur place. Il gara sa berline de luxe, incongrue dans ce décor de misère, et monta les 5 étages d'un escalier sans lumière, le souffle court. Lui et sa salle de sport high-tech qu'il n'utilisait jamais. Il toqua à une porte fragile. Une petite fille d'environ 8 ans, Léa, vêtue d'une robe usée, lui ouvrit. Son regard était sur ses gardes. « C'est pourquoi. Je voudrais parler à Chloé. » La fillette appela, « Chlo, y a un monsieur qui te demande. » Chloé apparut. En reconnaissant Nicolas, son expression se glaça. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » Nicolas eut du mal à trouver ses mots. « Je suis venu m'excuser. » Chloé croisa les bras, un mur de défiance. « Vraiment ? Et ça change quoi, selon vous ? » « Rien. Je sais que ça ne change rien, mais il fallait que je vienne. » « Manon. Elle va très mal. C'est bien pire qu'avant. Elle ne parle plus, ne mange plus. Elle ne fait que vous attendre.
Les yeux de Chloé brillèrent d'une émotion contenue. Et vous croyez que je vais revenir me faire humilier? Me faire traiter d'incapable alors que tout ce que je faisais, c'était d'offrir un peu d'amour à cet enfant? Je sais. J'ai été odieux, impardonnable. La voix de Nicolas se cassa. J'ai eu peur. Peur de quoi? Demanda-t-elle, sa voix adoucie. Peur de la perdre, elle aussi. Peur qu'on lui fasse du mal. Peur de ne pas savoir la protéger. Tout comme je n'ai pas su protéger Valérie. Chloé soupira longuement. On ne protège personne en éloignant ceux qui nous aiment, monsieur Dubois. On ne fait que creuser sa propre solitude. Nicolas inclina la tête, accablé. Accepteriez-vous de la voir? Une seule fois? Pour qu'elle sache que vous n'avez rien? Chloé hésita, puis jeta un regard à l'intérieur de son logement. D'accord. Mais c'est tout. Le lendemain, Chloé se présenta à la maison. Monique l'accueillit avec une immense émotion. Merci, mon enfant, merci. Manon était à sa place habituelle, sur le sol de la buanderie. En apercevant Chloé, elle resta figée, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Chloé s'accroupit doucement. Coucou, Manon. Manon fondit en larmes. Des larmes de pur soulagement. Elle courut se blottir dans les bras de Chloé avec une force désespérée. Tati Clo. Tati Clo, t'es revenu, octait-elle. Nicolas, qui épiait la scène depuis le couloir, sentit ses genoux se dérober. Il glissa le long du mur et s'assit par terre, secoué de sanglots irrépressibles, comme il n'en avait pas eu depuis les funérailles de Valérie. Il pleurait son deuil, sa solitude, sa bêtise. Il venait de comprendre que Chloé n'était pas un danger, mais le miracle qu'il n'osait plus espérer. Plus tard, quand Manon se fut endormie, apaisée, Nicolas convoqua Chloé dans son bureau. Chloé, je veux que vous restiez. Je vous en prie. Je vous donnerai le triple de votre salaire, le quadruple, ce que vous demanderez. Ce n'est pas votre argent que je veux, monsieur. C'est votre respect. Nicolas accusa le coup. Vous ai-je manqué de respect? Oui. Vous m'avez traité comme un objet, humilié publiquement, et vous ne me rappelez que par nécessité. Ce n'est pas du respect. C'est de l'utilitarisme. Il eut du mal à déglutir. C'est vrai. Mais je veux changer. Accordez-moi une chance de vous le prouver. Chloé réfléchit. Très bien. Je reste. Mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Primo, je ne suis pas une femme de ménage. Je suis l'éducatrice de Manon. Si vous m'employez, vous me laissez carte blanche. Je m'occuperai d'elle avec amour, avec des jeux, en lui donnant la liberté dont elle a besoin. Si vous doutez de mes méthodes, je m'en vais. Nicolas acquiesça sans la moindre hésitation. Secondo, je veux reprendre mes études en sciences de l'éducation, que j'ai dû abandonner. Si je reste, vous financez ma formation. Et une fois diplômé, je serai traité en tant que tel, pas comme une ex-domestique que vous auriez prise en pitié. Accordé. Tertio, j'ai un frère de 12 ans, Léo, et une sœur de 8 ans, Léa. Ils sont dans une école publique en difficulté. Si vous voulez sincèrement m'aider, donnez-leur accès à une éducation de qualité. Un véritable sourire illumina le visage de Nicolas. Je m'en occupe personnellement. Chloé lui tendit la main. Marché conclu? Ému, Nicolas la lui serra. Merci. Sincèrement, merci. Le lendemain, Nicolas convoqua l'ensemble du personnel dans le salon. Chloé était présente, ne sachant à quoi s'attendre. Nicolas prit la parole. Je vous ai réunis car je dois des excuses. Des excuses publiques. Il se tourna vers Chloé. Chloé, je vous ai traité de manière infâme, je vous ai hurlé dessus, je vous ai rabaissé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Vous n'avez pas été négligente, vous avez rendu la vie à ma fille. C'est moi qui, par peur et par arrogance, ai failli tout détruire. Je vous demande pardon. Chloé, gênée, murmura, monsieur, ce n'est vraiment pas nécessaire. Au contraire. Une faute commise publiquement doit être réparée publiquement. Sous les regards médusés de l'assistance, il s'agenouilla devant elle. Chloé, paniquée, monsieur, relevez-vous, je vous en supplie. Mais il ne bougea pas, lui tendant la main. Acceptez-vous mes excuses? Chloé, les larmes aux yeux, prit sa main.
je les accepte. Nicolas se releva et, dans un geste spontané, la serra dans ses bras, laissant échapper un sanglot. Derrière eux, Monique souriait à travers ses larmes. Chloé redevint le soleil de Manon. Et l'enfant s'épanouit de manière spectaculaire. La maison résonnait de ses rires, de ses chants, de ses questions incessantes. Nicolas, qui passait le plus clair de son temps au bureau, prit l'habitude de rentrer plus tôt, simplement pour le bonheur de les voir jouer. Un jour, Chloé eut une idée. Manon, viens, on va créer un jardin de roses. Pourquoi faire, Tati Clo? Chaque rosier portera le nom d'une belle chose. On en aura un pour l'amour, un pour la patience, un pour le courage, un pour l'espoir. Manon adora l'idée. On peut en mettre un pour maman? Chloé sourit tendrement. Évidemment, ma chérie. Elles se mirent au travail. Depuis la fenêtre de son bureau, Nicolas les regardait, le cœur serré d'émotion. Le rosier fut nommé Valérie. Et tout près, discrètement, Chloé en planta un autre, qu'elle appela Nouveau Départ. Un an s'écoula. Manon attrapa une pneumonie sévère. La fièvre grimpa à 40, elle délirait, respirait mal. Dans la nuit, elle appelait sa mère. Nicolas et Chloé passèrent la nuit à son chevet à l'hôpital, se relayant pour la rafraîchir, lui tenir la main, la veiller. À l'aube, Chloé dormait d'épuisement, la tête sur le lit. Manon se réveilla, la fièvre était enfin tombée. Elle regarda Chloé, puis son père. Papa? Oui, mon trésor. Nicolas lui caressa la main, soulagé. Tati Clo, elle est comme maman. Elle prend soin de moi comme elle. Elle m'aime comme elle. Mais ça fait moins mal de penser à maman quand Chloé est là. Nicolas sentit son cœur se contracter. Comment ça, moins mal, mon ange? Ben, maman elle est au ciel. Mais Tati Clo, elle est là pour nous, pour s'occuper de nous, comme maman l'aurait voulu. À cet instant, à 4 heures du matin, dans cette chambre d'hôpital aseptisée, Nicolas comprit. Aimer à nouveau n'était pas une trahison envers Valérie. C'était au contraire honorer sa mémoire, continuer à vivre comme elle l'aurait souhaité pour lui. 3 ans s'écoulèrent. Chloé obtint son diplôme avec les félicitations du jury. Léo et Léa, scolarisés dans un établissement privé, étaient devenus des adolescents brillants et équilibrés. Chloé avait emménagé avec eux dans une jolie maison. Nicolas avait cédé des parts de son entreprise pour créer une fondation pour l'enfance défavorisée, appliquant les principes pédagogiques de Chloé. Le jour de l'inauguration, après le départ des invités, Nicolas rejoignit Chloé dans le jardin des roses. Chloé, il faut que je te parle. Dis-moi, Nicolas. Il prit son souffle. Je t'aime. Chloé se raidit. Nicolas, tu ne peux pas, pourquoi? Parce que je travaille pour toi. Parce que je suis la nounou de ta fille. Parce que tu confonds la reconnaissance et les sentiments. Nicolas s'approcha d'elle. Non. Je ne confonds rien du tout. Et je t'aime. Je crois que je t'aime depuis que je t'ai vu avec Manon sur les épaules. Je t'aime parce que tu es revenu malgré la façon dont je t'ai traité. Je t'aime parce que tu as réappris à vivre à ma fille, et à moi par la même occasion. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Chloé. Moi aussi, je t'aime, Nicolas. Mais j'ai si peur. Peur de quoi? De tout abîmer. Que tu le regrettes. Que Manon souffre si ça ne dure pas, Nicolas lui prit le visage entre ses mains. Ça durera. Parce que je ne ferai plus jamais l'erreur de te laisser partir. Et il l'embrassa, au milieu des roses, tandis que le soleil couchant illuminait le jardin. Quelques années plus tard. Manon, qui avait maintenant 11 ans, guidait un groupe d'enfants dans le jardin de la fondation. Elle tenait dans ses bras un bébé endormi, son petit frère de 6 mois, Lucas. Ici, on plante des roses pour les beaux sentiments, expliquait-elle avec assurance. C'est ma maman Valérie qui a appris ça à mon papa, et c'est ma maman Chloé qui l'a appris à tout le monde. Un enfant lui demanda, « Tu as 2 mamans, toi ?» Manon sourit, en berçant son petit frère. Oui. La première m'a donné la vie. La deuxième m'a appris comment la vivre. Un peu plus loin, Nicolas et Chloé les contemplaient. Il l'enlaça, elle posa sa tête sur son épaule. Monique, retraitée mais invitée d'honneur, s'approcha. Monsieur Dubois, je me rappelle le jour où vous avez crié sur cette jeune femme. Je me suis dit, ce pauvre homme va le regretter amèrement.
Nicolas sourit. Et ce fut le cas, Monique. Mais j'ai appris ma leçon. La vieille dame lui donna une petite tape sur l'épaule. L'homme sage n'est pas celui qui ne commet pas d'erreurs. C'est celui qui a le courage de les reconnaître et de les réparer. Dans la brise, les roses exhalaient leur parfum. Le rosier blanc, Valérie, était magnifique. Une petite plaque disait, l'amour véritable ne meurt jamais, il change de forme. Il était fort, resplendissant. Et juste à ses côtés, un rosier d'un rouge intense, au nom de Chloé, celle qui avait appris à un homme à aimer une seconde fois.